vendredi, la grande table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. 4 ou 5 objets de culture de part et d'autre du journal. On évoque avec enthousiasme et dans la belle contradiction des livres, des disques, des films, des séries, bref, tout ce qu'on trouve en ce moment de beau divertissement, et on en trouve. La critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, des femmes, des hommes, des couples en crise, des récits de soi et un divan. Tout à l'heure, série avec WandaVision sur Disney+, et En thérapie sur Arte, mais tout de suite, je suis en compagnie de Jérôme Momcilovic, critique notamment au Cahier du cinéma, et en ligne avec Thierry Chaise, rédacteur en chef du magazine Première et critique à Sud-Ouest. Au programme cinéma, ce cinéma que le petit écran nous fournit avant le retour des jours meilleurs. Dans quelques instants, on parlera de Pieces of a Woman sorti sur Netflix, mais tout de suite un documentaire, Charlie Chaplin, de François Aimé et Yves Geland. Je me dis que j'allais mettre un pantalon trop large. Je voulais que tout soit en contradiction. Le pantalon large et la veste serrée. Le chapeau trop petit et les chaussures trop grandes. Je choisissais une canne et je m'ajoutais une petite moustache pour me donner quelques années de plus. Je n'avais aucune idée du personnage que j'allais jouer. Mais dès l'instant où je fus habillé et maquillé, cela fit jaillir en moi toutes sortes d'idées folles. Je faisais des moulinets avec ma canne. Des gags se pressaient dans ma tête. Max Sennett éclate de rire. Les comédiens et les machinistes des plateaux voisins accourent et rient de plus belle. C'est gagné. Ce jour-là, Charlie décide que quoi qu'il arrive, il conservera cette tenue. Son personnage est né. The Tramp, le vagabond. Il n'a pas de nom, mais en France, ce sera Charlot. Cette année, le Kid fête ses 100 ans et c'est avec des images du premier long métrage de Chaplin que le film de François Aimé et Yves Geland ouvre, avant de dérouler chronologiquement sa vie et son œuvre depuis sa naissance dans les bas-fonds de Londres en 1889 jusqu'à son décès en Suisse en 1977. C'est un film long, près de 2h30, dense, entièrement constitué d'images d'archives et d'extraits de films, dont certains inédits. Le résultat de 3 ans de recherche et près d'1 an de montage, raconté et analysé dans la voix si reconnaissable de Mathieu Amalric, qu'on entendait à l'instant. Le film est accessible gratuitement sur le site de France Télévisions. Thierry Chaise, qu'avez-vous fait de ce film ? J'ai trouvé ça absolument passionnant. Passionnant, c'est vraiment, c'est formidable de découvrir un film sur quelqu'un qu'on croit connaître, sur qui on a lu beaucoup de choses, et on le redécouvre. C'est un documentaire sur une vie faite qu'aucune fiction n'aurait pu imaginer. Et il pourrait s'appeler d'ailleurs Dans la tête de Charlie Chaplin, tellement, grâce à ce travail dont vous parliez de recherche d'archives, on est avec lui du début à la fin. On est avec lui et ce documentaire fait fi, et c'est une bonne chose, de tous les avis d'experts qui peuvent arriver et qui réanalyseraient. Non, on est avec lui et on déroule sa vie donc par ce mélange d'archives, d'extraits de films, par cette voix de Mathieu Amalric qui nous guide, mais qui nous prend la main, je dirais, mais sans imposer des choses. Et ces 2h30, pour moi, sont véritablement passées comme presque un court-métrage. C'est à la fois une capacité d'analyser, une capacité de rester totalement pédagogique et grand public. Et c'est finalement, voilà, tous ces films, on les a vus, on les a revus, on les a fait découvrir à d'autres. Et comment, en fait, tout cela constitue une véritable logique de la manière dont il a en effet inventé ce personnage de Charlot, et surtout de cette manière dont il va toujours prendre son destin en main. Il va se rebeller contre les premiers cinéastes qu'il dirige, il va devenir son propre producteur, et puis il va avoir une telle puissance qu'ensuite, il va être attaqué par tout ce qui est McCarthy, et on voit tout ce qui va en découler. Voilà, c'est un long fleuve totalement intranquille, qui est raconté, mais véritablement passionnant. Geland avait débuté, il s'était fait connaître par ses documentaires plutôt politiques, qui étaient Paris à tout prix le président,
Il avait déjà fait 2 beaux portraits de Piccoli et Gabin, mais je trouve que là, c'est vraiment son grand œuvre. Jérôme Momcilovic se tripote la moustache. Alors, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en rapport à Chaplin, mais on l'écoute tout de suite. Ça veut dire que je suis un peu dubitatif. Alors après, bon, bonjour Thierry déjà. Bonjour. Je trouve que en fait, c'est un film qui vaut surtout pour la grande qualité de ses archives, de son travail de recherche d'archives, de son travail de montage d'archives. C'est un film qui, par ailleurs, a une vraie vertu, c'est qu'il est très rare qu'à la télévision, ce genre de documentaire biographique sur un grand artiste s'autorise une durée pareille. C'est un film qui dure 2h30. En général, il dure au pire 52, au mieux 90. Ça lui donne un vrai avantage, c'est que quand il passe des extraits de films, et c'est un film qui est produit par Lobster Film, donc c'est souvent, on est vraiment au cœur du patrimoine, donc il y a beaucoup de matériaux. Il y a un truc qui est très appréciable, c'est que les extraits durent, c'est-à-dire qu'on a vraiment le temps de rentrer dans les scènes. Et du coup, je trouve que c'est un produit absolument parfait pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas de Chaplin, ou qui le connaît très peu. Je pense que c'est le film idéal avec lequel montrer à des enfants à qui on aurait montré quelques Chaplin, le Kid, le cirque, etc., de lui faire découvrir un peu sa vie. Néanmoins, je crois que je suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire Thierry, c'est que je trouve que c'est un fleuve parfaitement tranquille. Et que c'est un film qui, alors si on prend le point de vue de quelqu'un qui connaît un tout petit peu plus Chaplin que disons le grand public, c'est un film qui aurait pu être réalisé il y a 20 ou 30 ans exactement à l'identique, parce que pour moi justement, quand vous disiez Thierry qu'on est dans la tête de Chaplin, pour moi on n'y est pas du tout justement, et c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'il manque 2 choses à ce film, il manque l'homme Chaplin et il manque le cinéma au fond. Et à la place de l'homme Chaplin, il y a le mythe Chaplin. Et c'est vraiment un film sur le mythe Chaplin, c'est-à-dire comment ce parcours résonne à chaque fois avec l'histoire. Donc on a toutes les étapes à la fois vraies puis dont on ne peut pas se passer évidemment, l'enfance dickensienne, l'époque de la Grande Dépression, les temps modernes, le dictateur, etc. etc. Je ne voudrais pas prendre un point de vue de tabloïd, mais on sait quand même que la biographie de Chaplin est un peu plus sulfureuse que ce que le film laisse entendre, à différents niveaux. Et je trouve dommage, parce que pour moi, c'est ce qui rend le personnage d'autant plus intéressant. Je trouve dommage que le film soit tout de même très timide avec ça. Alors, sans faire tabloïd, développons quand même un peu le problème, parce que tout le monde ne sait pas ce qui, c'est-à-dire, alors c'est quelque chose coince potentiellement dans la le biographie. film évoque, c'est pas tellement question de savoir si ça coince moralement ou s'il faut le cancel, comme on dit aujourd'hui, ou moi je suis pas tellement partisan de ces logiques révisionnistes-là. Simplement, on sait par exemple, il y a 2 choses. On sait que c'était un tyran absolu sur ses tournages et que son perfectionnisme notoire allait de pair aussi avec une forme de cruauté, avec beaucoup de gens qui l'ont raconté. Il en est un petit peu question quand même, ça se ressent. Un petit peu. Sur sa manière de construire une ville complètement à son service. Et l'autre élément, évidemment, c'est son goût des très jeunes femmes, que le film ne peut pas ne pas aborder, puisqu'il y a 2 mariages, et puis qu'il y a quand même une espèce de bronca populaire à ce moment-là, les studios, il y a un procès. Mais le film se retient de dire beaucoup de choses. Par exemple, que cette Lita, qui s'appelait Lita, parce qu'en vérité, son prénom, c'était Lolita, Chaplin l'a rencontrée à 7 ans. Alors évidemment, il n'a pas une relation avec elle à 7 ans, mais enfin, il la connaissait depuis longtemps, il l'a vu grandir. Bref, tout un tas de choses qui rendent ça à la fois plus trouble et au fond plus intéressant, quoi. Oui, Thierry Chaise, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose du panégyrique dans la forme même du documentaire, ne serait-ce que d'avoir choisi cette forme purement chronologique, avec quelque chose de très téléologique. Vous le disiez, il va prendre en main son destin. C'est exactement le ton du documentaire. Ça peut gêner parfois, en effet, d'un point de vue purement critique. Thierry Chaise. Oui, mais c'est en ça que je dis que c'est vraiment dans la tête de Chaplin, parce que c'est comme si, justement, moi je trouve qu'il y a un parti pris qui est on évacue ça parce que lui, s'il se racontait, je pense qu'il l'évacuerait de la même manière. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Alors oui, la démarche pédagogique est pour moi le cœur de ce film, sa colonne vertébrale, et ce qui explique cette chronologie. Le film ne cherche jamais à trouver, à réfléchir par thématique, par exemple, à creuser les choses. Il déroule quelque chose, et je pense qu'il est vraiment fait dans un souci de présenter Chaplin. Mais moi, ce qui m'a apporté, c'est les archives. Moi, j'avais rarement lu ou pas, ou alors c'est parce que je connaissais mal, par exemple, à quel point quelqu'un comme Max Linder avait pu l'inspirer. Donc, ça arrive par petites touches, mais je pense qu'il est construit, que le parti pris de Jeuland est de raconter Chaplin, une fois encore, comme lui, il se raconterait, et de façonner le mythe qu'il se serait façonné s'il parlait de lui. Malgré la volonté extrêmement explicative du documentaire, il y a quand même quelque chose qui résiste d'un mystère et donc du coup peut-être d'une tension. Quand vous parliez, Jérôme, du manque peut-être aussi de réflexion sur le cinéma, tout le début du documentaire sur cette espèce de miracle, pourquoi ça marche à cette époque-là, ça reste complètement mystérieux pour nous, pour des gens qui réceptionnent un sketch filmé de Chaplin dans les années 1910-1920, ça reste absolument mystérieux. Et cette espèce de succès monumental qui est incroyable en fait,
qui est complètement inédit et qui est assez bien amené, il faut le dire, par la dramatisation du documentaire, elle résiste, je trouve. Alors, à la fois, je vois ce que vous voulez dire et en même temps, je trouve pour moi, il y a un moment qui le dit très bien et ça fait partie des belles archives. C'est une archive, en fait, je sais plus si c'est une photo d'ailleurs, je crois que c'est une photo. Pendant la Première Guerre mondiale, on voit des soldats alités auxquels on projette sur le plafond, parce qu'ils peuvent pas se redresser, on projette sur le plafond des films de Chaplin et on explique leur bonheur et à quel point ça les a aidés à guérir au fond. Je pense le film le dit pas comme ça, il aurait peut-être dû le dire, mais au fond, la réponse à votre question, c'est que c'est le cinéma, c'est-à-dire qu'il est l'incarnation même du cinéma à l'époque. Donc c'est vers le cinéma que les gens lèvent la tête et rient à l'époque, etc., etc. Il a incarné ça. Maintenant, là où, justement, la raison pour laquelle je disais que ça manquait aussi de quelque chose sur le cinéma pour moi, c'est que se pencher uniquement sur le mythe Chaplin et pas sur l'homme, ça veut dire aussi faire ce qu'on a à peu près toujours fait, c'est-à-dire croire qu'il est équivalent au mythe Charlot. Et pour moi, c'est là où il y a un vrai... Alors, je pense que Jelan, moi j'avais beaucoup apprécié ses documentaires politiques, je suis pas convaincu, après, mais que ce soit un cinéphile, que ce soit vraiment son enjeu pour lui, donc c'est peut-être pour ça que ça manque au film. Mais pour moi, il y a un exemple très frappant. C'est au moment où il parle des temps modernes, il parle de l'engagement de Chaplin, sa sensibilité extrême à la misère, etc., etc. Et à ce moment-là, c'est souvent le cas dans ce genre de documentaire télé, il faut illustrer, on illustre avec des images de films. Et il illustre avec une image des temps modernes où on voit Charlot à la tête d'une manifestation. Quand on connaît le film, justement, c'est que c'est un contresens total, parce qu'on se sert de Charlot à la tête d'une manif pour dire que Chaplin était militant. La vérité, c'est que dans le film, à ce moment-là, il se retrouve totalement par hasard à la tête de cette manif. Et ça, c'est hyper intéressant. Le hiatus entre Chaplin et Charlot, c'est que Charlot, c'est pas du tout un personnage militant. C'est un personnage, au fond, beaucoup plus anard et qui est resté assez fidèle à ce qu'était le Trump au départ. Donc, au fond, il y a deux entités différentes. Et je trouve que le film les fond un peu trop l'une sur l'autre. Thierry Chaise, un dernier mot sur ce film ? Moi, je reste quand même convaincu que ça reste quelque chose de... Et j'ai beaucoup aimé, notamment la manière dont il va lutter pour ne pas passer au parlons, voilà, et gagner contre tout le monde. Donc oui, c'est un super héros des temps modernes, pour tout dire. Et juste, pardon, désolé, je prends juste 2 secondes, mais pour aller dans le sens de Thierry là-dessus, parmi les très belles archives et des images en couleur, il y a quand même des tournages magnifiques du dictateur qui sont incroyables, etc. Et il y a une image, un moment que je trouve absolument bouleversant sur la question du parlant, c'est qu'il y a une image qui nous donne à voir et à entendre les premiers mots enregistrés de Chaplin pendant son voyage en Europe. Il dit Guten Tag en Allemagne. Et je trouve que c'est un moment absolument bouleversant parce que c'est le moment où les gens ont entendu la voix de Chaplin alors même qu'il résistait encore à la faire entendre dans ses films. Il y a aussi une archive, j'en profite, où on voit la fabrication de la dernière fameuse scène des Lumières dans la ville, donc cette scène de reconnaissance de l'aveugle. Voilà, et on la voit à distance, donc avec des effets de caméra en hauteur, c'est quand même assez incroyable d'avoir déniché ça. Bon, pour toutes ces raisons, allez voir quand même Charlie Chaplin, le génie de la liberté de François-Aimé Yves Jelan. Le film est disponible gratuitement sur France Télévisions. Il sera également rediffusé ce dimanche à la télévision, du coup, sur France 4. France Culture. La critique. Lucille Como. Alors que les salles de cinéma n'en finissent plus d'être closes, les plateformes sortent des films qui ne connaîtront jamais le format du grand écran. C'est le cas de Pieces of a Woman, Fragment d'une femme, sorti il y a quelques jours sur Netflix et réalisé par Cornel Mundruczko, un réalisateur hongrois dont le film White Gods, sorti en 2014, avait été assez remarqué. Il signe là un film américain dont l'action se situe à Boston. Martha et Sean s'apprêtent à accueillir un enfant. Elle a décidé d'accoucher à la maison, mais ça se passe mal et le bébé meurt dans les minutes qui suivent sa naissance. Le récit s'attache aux errements du couple, à la douleur de la mère, surtout cette fameuse femme en morceaux. I wanted to stay at home. She sounds really good. Hi, baby. I wanted the baby to decide when she wanted to come. My daughter came into this world. For the time that she did. And I can't bring her back. Pieces of a Woman, un film au sujet sensible, mais à la réalisation technique, disons, Jérôme Momcilovic. Alors, moi, là, je vais vraiment faire le critique. Alors, voilà, c'est pour ça que vous êtes là. Que les gens se barricadent s'ils n'aiment pas ça, mais
Pour une raison toute bête, c'est qu'il y a un truc structurellement qui est intéressant, évidemment, sur la façon dont Netflix est en train de récupérer les auteurs, etc. etc. Cornel Mundruczó, c'est un auteur qu'on a découvert à Cannes, à peu près tous ses films, d'ailleurs, je crois, sont passés à Cannes. C'est vraiment le label cannois, j'ai envie de dire. Un auteur de festival. Un auteur de festival, et justement, c'est là où je vais faire un peu le critique, malheureusement, c'est que on pourrait se demander si le film est hongrois, s'il est américain dans son esprit, dans son style, etc. C'est un film purement cannois. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être le seul grand mérite que je lui trouverais à ce film, c'est que on est privé de Cannes, enfin on l'a été l'an dernier, etc. Et c'est quand même un repère, c'est tout bête, mais c'est un repère pour les critiques et puis pour les gens, évidemment. Et en fait, ce genre de film, c'est le film dont on sait pertinemment qu'on va le voir tous les ans à Cannes. On l'a vu en version danoise dans les années 90, on l'a vu en version roumaine dans les années 2000, on l'a souvent vu en version mexicaine, bref. C'est-à-dire un film qui consiste, on va dire, pour une part, à une sorte de symbolisme assez lourdingue. Je ne vais pas trop en révéler sur le film, mais il y a un pépin de pomme qui a beaucoup de choses à dire. Et de l'autre côté, une sorte de drame intimiste très réaliste et très cru qui va chercher du côté de l'obscénité. C'est ce qui se joue ici. Maintenant, il est très fort, Mundruczó. C'est-à-dire que, puisque ce genre de dispositif doit s'appuyer sur des acteurs qui sont vraiment... Alors, c'est le podium, c'est la grande performance d'acteurs. Il se trouve que là, il a sous la main des acteurs qui sont quand même assez exceptionnels. Donc, moi, j'ai beaucoup de réserves. On va peut-être y revenir. J'ai d'autres réserves sur le film. Mais c'est une vraie joie, par exemple, de revoir Shia LaBeouf, dont on parle trop peu, je trouve. En tout cas, je trouve qu'on le désigne assez peu comme ce qu'il est, c'est-à-dire un très grand acteur dans un registre... Il est devenu l'espèce de food service parce que une espèce d'activité extra-cinématographique. Authentiquement, par ailleurs, c'est-à-dire que c'est vraiment un acteur de la gamme d'un Joaquin Phoenix ou d'un voilà. Tout à fait. Et je trouve qu'il est très bon dans le film. Vanessa Kirby, qui a été récompensée à Venise cette année, mérite largement cette récompense. On retrouve avec plaisir Ellen Burstyn. Le film tient pour moi là-dessus, sur les acteurs. Thierry Chaise. Je suis entièrement d'accord sur les acteurs et j'ai toujours avec Mundruczó le même problème, c'est-à-dire que il est dans tous les films, quoi qu'il arrive, un personnage en plus. C'est-à-dire que sa mise en scène ne consiste qu'en étant extrêmement visible, et ce qui fait qu'on peut en être fasciné par moments, et à tout moment, moi, ça finit par me sortir. On peut parler, par exemple, évidemment, du début du film, de ce plan séquence de 25 minutes autour d'un accouchement, qui est, en fait, on a l'impression qu'il dit, voilà, on va faire le tri entre les spectateurs qui vont être capables de tenir et puis ceux qui, encore plus, puisque c'est passé sur Netflix, passent avec un clic de télécommande sur le jeu de la dame ou véritablement autre chose. Et il y a quelque chose à la fois là de petit malin et puis de bravache qui, une fois encore, peut me séduire et finira par m'énerver. Et puis il y a tout le reste du film où, comme il l'avait fait pour White God, comme il l'avait fait pour la lune de Jupiter, il y a toujours ce besoin justement de faire des effets, de faire du symbolisme, de faire son petit Tarkovsky mal digéré qui, une fois encore, par moment vous accroche et qui finit toujours par vous agacer, en tous les cas qui finit toujours moins par m'agacer. Citons cette séquence où c'est vrai qu'on voit absolument où est la caméra en permanence sans en révéler trop du récit. Il y a un déjeuner organisé par la mère de l'héroïne qui est aussi, en fait, je crois, un plan séquence. En tout cas, on ne lâche pas grand-chose pendant assez longtemps. Tout tourne autour d'un salon dont on imagine que le dispositif technique a été extrêmement compliqué à réaliser et c'est là pour qu'on le voit, pour qu'on voit les rails, pour qu'on voit la caméra. Et moi, j'avoue, ça me parasite tellement ma vision du film que typiquement, la question de tenir ou pas, la question de ce qu'on peut supporter de cette cruauté-là, de la question du deuil, passe complètement au second plan. Et j'ai pas été, je pense, émue une seule demi-seconde lors du visionnage de ce film. Jérôme Momcilovic. Moi qui ai tendance à être très, très allergique un peu au cliché que j'évoquais tout à l'heure, j'ai eu une chance quand même, c'est que je savais absolument pas de quoi parlait le film. Donc j'ai vraiment vécu en temps réel, disons, cette espèce de suspense qu'on peut trouver un peu crapoteux quand même, un peu putassier. En ce qui concerne le premier plan séquence, le fameux premier plan, c'est sûr, c'est un accouchement qui... Le truc, Thierry parlait de Tarkovsky tout à l'heure, moi c'est plutôt Bergman que je sens là-dedans et c'est vraiment la lignée, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, alors qui passe par Lars von Trier, qui passe par tous ces gens qu'on peut retrouver aujourd'hui chez quelqu'un qui pour moi est meilleur que la plupart d'entre ceux-là, c'est Ari Aster par exemple. Quand lui fait Hérédité, au fond, tous ces films-là sont des films qui visent à éprouver le spectateur en filmant un drame intime avec les outils du film d'horreur. Au moins, Ari Aster a le mérite de faire des vrais films d'horreur. Bon, mais au fond, il veut traiter à peu près la même chose et c'est un truc très bergmanien. Ce qui se passe dans ce long plan séquence, donc on a l'accouchement direct, elle a décidé d'accoucher chez elle et en gros, bon, ça on le trouve dans tous les synopsis du film, donc je révèle pas grand-chose. La sage-femme, qui est une actrice extraordinaire elle aussi, qui s'appelle, j'avais noté son nom, qu'on voit Molly peu, Parker, mais qui a nettement plus, à mon avis, d'intensité que les autres. Elle est extraordinaire. Et donc,
en fait, le truc, c'est qu'on comprend très tôt que quelque chose va mal se passer. Parce que ça, c'est des réflexes de spectateurs. On se fait plus d'un siècle qu'on va au cinéma. On sait que si on tarde autant, c'est que quelque chose nous attend. Donc, moi, j'ai été partagé devant cette scène parce qu'à la fois dans la durée et dans le brio des acteurs, etc., moi, j'ai quand même ressenti vraiment des choses. Je trouve ça extrêmement angoissant et intéressant parce que là, il traite un truc, alors encore une fois, qui est typique de ce cinéma-là. Antéchrist, c'est la mort d'un enfant. Enfin, c'est évidemment, c'est un des endroits les plus insupportables du drame, du fait divers intime, quoi. Et donc, il y a tout ce temps qui dure. Le problème, c'est que c'est un temps auquel il manque du temps, auquel il manque une expérience du temps, parce qu'on sait très bien en tant que spectateur qu'on n'est pas là pour ressentir ce temps, on n'est pas là pour éprouver les émotions des acteurs, on est là pour vivre un temps qui est rallongé toujours plus. Pourquoi ? Pour que le coup de martinet tape plus fort, fasse plus mal au moment où il va tomber. Et d'ailleurs, il fait quelque chose de très putassier à ce moment-là, c'est qu'au moment où on croit qu'on va découvrir que l'enfant en vérité est mort, il est vivant. Donc vraiment un principe de suspense, de sous-suspense hitchcockien assez malhonnête. Et en même temps, je dis malhonnête, mais moi, pour le coup, à l'inverse, j'ai été assez secoué par la scène, c'est-à-dire un peu énervé de me laisser prendre. Et en même temps, il a dans ce registre-là, qui peut être énervant pour diverses raisons, il a un savoir-faire qui est indéniable. Et je pense que Netflix savait très bien ce qu'ils faisaient quand ils sont allés le chercher pour aller sur ce terrain-là, qui est celui du gros film d'auteur, qui en même temps a un potentiel populaire, justement, parce que c'est le côté coup de force, quoi. Voilà, gros coup de force, donc tout le monde en parle, et puis on est censé vibrer de terreur devant ces scènes-là, quoi. Vous êtes gros coup de force sur un plan séquence d'une demi-heure comme ça avant l'arrivée du titre. Honnêtement, je suis pas... justement, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que fait cet objet-là sur Netflix. Thierry Chaise, pardon. En fait, moi je suis entièrement d'accord. Je pense que oui, c'est l'idée quand même d'un gros coup de force et l'idée aussi que se fait Netflix de cinéma d'auteur. Pour eux, c'est une prise de guerre. En gros, c'est vraiment ça. Et donc. On a sorti Roma, ce film en noir et blanc. Là, on sort, ce film qui commence par 25 minutes d'un plan séquence dont vous allez ressortir dans un état logiquement assez dévasté. Et je pense qu'il y a cette volonté-là réellement. Et puis, il y a aussi pour Mondrusco, l'idée de faire son premier film en langue anglaise, de scoltiner après un bout du film de procès. Je pense que tout le monde y trouve son intérêt. Pour moi, pas forcément le spectateur, mais tous les autres, oui. Jérôme aussi. Non, mais surtout que dans le style, ce qui est frappant, c'est ce que je disais sur ce registre cannois-là, c'est que c'est vraiment le blockbuster d'auteur. Et ce qui est frappant, c'est que c'est toujours filmé exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on soit chez Lars von Trier, qu'on soit chez Inarritu, on n'est pas très loin d'ailleurs sur le principe. C'est-à-dire que cette dimension crue de l'intime, etc., on va toujours la chercher près des visages, avec une caméra qui ne tient pas en place. Et donc vraiment, on a l'impression d'avoir vu ça 1000 fois. Et le problème, moi, ça a marché en partie, ce coup de force. Le problème, c'est que pendant les 2/3 restants du film, moi, je me suis terriblement ennuyé. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est un film à gros sujet, et qu'une fois qu'on a identifié ce qu'était le gros sujet, on sait quel programme on va suivre. Et c'est inévitable. C'est-à-dire, moi, je vous avoue, j'ai même été pris de fou rire par moment parce que j'avais fait des pronostics sur ce qui allait se passer et j'ai coché absolument toutes les cases. Donc, passer le coup de force, c'est toujours le risque de commencer un film avec un coup de force. Passer le coup de force, après, on n'a plus qu'à dérouler le programme et on peut s'ennuyer un peu. Ouais, mais j'aurais dit plutôt le contraire. J'ai été plutôt surprise par ce qui se passait. Moi, par exemple, la forme procès, qui est une possibilité qui est assez vite envisagée dans le film après ce long plan séquence d'accouchement. J'ai pensé que ce serait évacué. De la même manière, vous parliez du symbolisme lourd des pépins de pommes. Et il y a en effet quelque chose qui se développe autour d'une pomme que l'héroïne attrape quelques temps après l'accouchement et regarde d'une manière extrêmement intense dans une épicerie. Je n'ai rien coché du tout. J'étais à chaque fois assez cueillie. Et de ce point de vue-là, les fragments du titre fonctionnent assez bien. Ça donne une forme de programme. Mais ça reste pour autant tout à fait didactique. Thierry Chaise. Oui, mais moi je pense qu'il y a aussi chez Mondrusco la volonté chaque film d'explorer ce qu'il n'a pas pu faire et de montrer, voilà. Et donc, se coltiner le film de procès, ça va aussi avec l'idée de faire son premier film, entre guillemets, américain, d'offrir aussi de nouveau des scènes à ses comédiens pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, c'est en ça que je trouve que c'est programmatique et que la mise en scène du procès en lui-même, pour le coup, elle m'a pas transcendé. Surtout, moi, j'attendais tellement que ce moment arrive qu'on se dit, bon, voilà. Mais moi, une fois encore, ce film, je l'ai vraiment tenu par ses comédiens, en effet par Shia LaBeouf et par Vanessa Kirby, sa rage hébétée. Je trouve qu'il y a quelque chose chez elle qui me tient en haleine tout le long du film.
Vanessa Kirby, vous disiez la connaître. Alors moi, je la connais de Netflix puisque c'est une des interprètes dans The Crown, donc la série sur la royauté anglaise. Mais je ne la connais pas du tout comme actrice de cinéma. Et j'avoue que de la même manière, j'étais très à distance de cette espèce d'hébétement dont vous parlez, Thierry Chaise. Ah, moi, c'est ce qui a fonctionné. Je trouve que c'est comme si pour moi, elle résiste. Elle est pas. C'est une interprétation qui va être récompensée peut-être aux Oscars et qu'il a en effet été à Venise, comme on l'a dit. Mais je trouve qu'elle freine des cas de fer sur plein de choses. Jusque-là, on l'avait vu aussi bien dans Mission Impossible que chez John Boorman. C'est son premier grand rôle. Et moi, elle me permet de me raccrocher à un film. Et au moment où je m'agace, à me calmer en fait. Donc c'est ce qui me plaît chez elle, voilà. Jérôme Momcilovic. Non, moi je veux juste revenir sur cette scène de procès. Je suis un peu d'accord avec vous deux pour des raisons différentes là-dessus. C'est que je trouve dommage qu'encore une fois le film n'accorde pas plus d'importance parce que sur le principe, c'est une des choses les plus intéressantes du film. C'est une question morale qui se pose au personnage, c'est-à-dire et là-dessus. On ne peut pas nier qu'il est quand même assez fort, Mondruczó, dans la position dans laquelle il nous met, nous, par rapport à cette sage-femme. C'est-à-dire que le film ne tranche pas à la place de l'autre personnage, c'est-à-dire de la mère, quant à savoir si elle est responsable, c'est-à-dire si on peut décharger sa colère, et puis donc la colère du personnage féminin sur elle, ou pas. Et là-dessus, le film joue quand même une corde assez subtile, je trouve. Du coup, j'aurais aimé que le procès dure un petit peu plus longtemps, parce que je trouve que c'est une scène qui aurait pu embrasser un peu mieux certains enjeux intéressants du film. Mais ces enjeux sont quand même déjà soldés par, on n'en a pas parlé, par un autre effet, vous parliez de putassier, qui l'est quand même franchement, qui est une discussion entre la mère et sa mère. Sur le passé de la mère et donc une sorte de débarquement d'un seul coup dans les problématiques de la question des camps et de ce que ça fait à une femme et du coup à sa fille, qui est un peu compliqué quand même, je trouve, à avaler et qui du coup annule l'ambiguïté morale finale. Thierry Chaise, un dernier mot sur ce film Pieces of a Woman. Je suis entièrement d'accord. Le côté justement Pieces font qu'il y a un trop-plein et qu'à force de vouloir ajouter des pièces au puzzle, il y a des pièces qui, à mon avis, ne faisaient pas partie du puzzle et qu'on a mis de force et qu'on a du mal à digérer. Trop plein, trop vide, en fait, on ne sait pas trop. Ce film, Pieces of a Woman, en tout cas, de Cornél Mundruczó, il est sur Netflix. Merci beaucoup à vous, Thierry Chaise, qui étiez en ligne avec nous. Jérôme Momcilovic, je vous garde, puisqu'après le journal de la rédaction, on parle de séries et vous y êtes collés en thérapie sur Arte et WandaVision sur Disney+. La critique se poursuit, je suis toujours en compagnie de Jérôme Momcilovic, critique entre autres au Cahier du cinéma, et nous sommes en ligne avec Olivier Joyard, critique et réalisateur de documentaires. On parlera dans quelques instants de WandaVision, l'étrange série Marvel diffusée en ce moment sur Disney+, mais tout de suite En thérapie, une série d'ores et déjà disponible en intégralité sur Arte, gratuitement, avant d'être diffusée à la télévision. Au départ, il y a une série israélienne qui met en scène dans le huis clos d'un cabinet de psy des patients. Chaque épisode est une séance et les patients sont au nombre de 6. Une jeune femme, un homme, une adolescente, un couple et le psy lui-même qui se rend chez son contrôleur. Olivier Nakache et Éric Toledano, entourés de plusieurs scénaristes et réalisateurs, ont repris le principe et se succèdent donc sur leur divan les mêmes personnages adaptés à un contexte français contemporain, en l'occurrence celui des attentats du 13 novembre à Paris. Il avait mis les infos et c'est comme ça que j'ai su pour le Bataclan. Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur. Je suis là pour avoir un avis d'expert. Moi, je suis pas malade, quoi. Je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille. Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant. Et quelqu'un d'autre? Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte. Et rendu compte de quoi, là? Je crains de ne pas vous suivre. Vous êtes devenu mon obsession. Je suis pas angoissé, je suis en colère. Racontez-moi. Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir? C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien à cause des gens comme vous.
On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison. Nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort. Je dois pas être très sensible à l'humour de psy, en fait. Le psy en question, c'est Frédéric Pierrot, et en face, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Céleste Brinquel, Clémence Poésie, Pio Marmaille et Carole Bouquet. Olivier Joyard, un premier avis sur En Thérapie. Petit délai. Mon premier réflexe devant la série, c'était déjà de saluer l'effort que j'ai trouvé complètement exceptionnel dans le cadre des séries françaises. 35 épisodes pour une première saison. Moi, j'avais jamais vu ça, mis à part dans les soaps quotidiens qui passent sur TF1 ou dans Plus belle la vie. Donc, cette ambition-là m'a tout de suite attiré, en réalité, même si c'est une série qui vient du passé, d'un certain passé télévisuel, puisque l'adaptation de Betty Pool, la série israélienne qui a été créée en 2005. Et 2005, c'était en plein dans ce qu'on a appelé le nouvel âge d'or des séries, c'était ce moment porté par HBO, je vais pas refaire toute l'histoire, mais Six Feet Under, The Wire, Les Sopranos, etc., où la télé a changé de braquet et d'ambition, elle a un peu muté, quoi. Et au cœur de la série, il y avait le dispositif qu'on retrouve à peu près intact dans Thérapie, qui part d'une croyance. Moi, je me souviens d'avoir parlé avec un scénariste il y a très très longtemps, américain, qui s'appelait John McNamara. Il m'avait dit, une série, de toute façon, pour moi, c'est avant tout deux personnes qui se parlent dans une pièce. Elles ont intérêt à se dire quelque chose d'intéressant. Et donc, il y a la croyance que ça suffit, en fait, ces deux personnes qui se parlent dans une pièce. Et il y a quelque chose d'épuré, de très fort dans cette idée de la lier au dispositif de la thérapie. Je dis pas analyse parce qu'en fait, c'est un peu un abus de langage d'un certain point de vue, puisque on voit bien que dans la série, il s'agit pas il n'y a pas de divan, en tout cas, il n'y a pas de... Ils sont pas allongés. C'est une sorte de mix entre plusieurs... Non, ils sont pas allongés. Puis il y a un langage psychanalytique très fort, enfin très très régulier dans ce que dit le psy. Et en même temps, on peut pas vraiment dire que ce soit ultra réaliste tout le temps. Mais en tout cas, cette rencontre-là entre la forme télé et le dispositif de la cure, une forme télé épurée, pour moi, elle produit quelque chose. Avant tout sur la durée, parce que ça paraît un peu compliqué d'aborder la série. Qui a été écrite par David Elkaïm, Vincent Poimirot notamment, qui avait fait Ainsi soit-il il y a longtemps sur Arte. On retrouve un peu de leur style d'ailleurs, quelque chose d'à la fois assez profond et parfois un peu sentencieux. Et puis il y a plusieurs réalisateurs, il y a Mathieu Vadepied, il y a Toledano Nakache, et puis Nicolas Pariser, et j'en oublie un qui est un réalisateur Pierre Salvadori. Salvadori, voilà, qui a réalisé plusieurs épisodes. Donc c'est vraiment une sorte d'engagement qui est demandé pour moi, comme dans l'analyse en réalité, parce que c'est d'abord une forme de fixité qui se dégage, quoi, quelque chose de presque pâteau au départ. Mais par contre, ensuite, quand on s'est habitué, disons, au dialogue et aux dispositifs qui ont une qualité un peu frontale et parfois très explicative, peu à peu, ça devient comme une petite musique qui va au-delà du sens, au-delà des explications. Et là, moi, j'ai commencé à être extrêmement captivé au bout de, 5-6 épisodes. Et là, j'en suis à peu près à une vingtaine. Et je suis vraiment dedans, dans une sorte d'identification très mouvante et assez troublée, quoi, parce que ça part... le langage change tout le temps, puisque évidemment, le psy est une sorte de surface plane, et en face de lui, il y a une ado, une femme qui est une chirurgienne, il y a un flic de la BRI, donc à chaque fois, c'est pas les mêmes langages, la même façon de parler, en fait, et ni tout à fait la même façon de filmer. Donc moi, ça m'a assez passionné, en réalité. Jérôme Momcilovic, il parlait d'une vingtaine d'épisodes. Olivier, il y en a 35 en tout. C'est un gros objet. J'en ai vu une douzaine à peu près. Et je suis assez d'accord avec Olivier sur le fait qu'il faut attendre un peu pour se laisser convaincre. Moi, je serais peut-être juste un peu plus radical. J'ai vraiment été sincèrement horrifié par les premiers épisodes. Disons par les deux premiers. Donc, outre le fait que j'étais engagé contractuellement avec vous, Lucille, à voir cette série, je suis pas sûr que j'aurais insisté beaucoup de mon côté. Et il y a quelque chose qui prend petit à petit. Alors, j'ai compris après coup justement ce qui m'avait autant gêné au début, c'est que je trouve que pour le coup, sur le dispositif d'analyse, alors effectivement, Olivier a raison, on n'est pas on est dans une sorte d'entre-deux, mais on est plus dans une psychothérapie, on va dire. Sur la psychanalyse, sur ce genre d'échange-là, je trouve le scénario pas bon du tout. J'ai un petit souvenir, j'avais vu à l'époque simplement la version américaine, quelques épisodes. Il me semblait que c'était un tout petit peu mieux, un peu plus crédible, on va dire. Il y a un vrai problème, par exemple, c'est qu'on sent un vrai manque de confiance dans le public, c'est-à-dire une peur à l'idée qu'il puisse être buté par le fait qu'il ne connaît pas la psychanalyse. Ce qui veut dire que dans les premiers épisodes, c'est assez terrible. On va régulièrement revenir, on parlait de vocabulaire tout à l'heure, mais c'est vraiment une sorte de cours sur la psychanalyse. Donc un coup on a Freud, un coup on a Lacan, un coup on nous explique le transfert. Donc tout ça est beaucoup
beaucoup trop didactique et ça fait vraiment perdre de la vie au personnage. L'autre truc, c'est l'insistance vraiment assez lourdingue sur la résistance de certains des patients, qui a vocation là aussi à expliquer ce que c'est que le processus et puis à montrer à chaque fois. Donc il y a une sorte de twist à chaque fois qui est le moment de l'analyse. À produire aussi de la tension narrative, parce qu'en effet, sinon c'est pauvre de fait. Et donc, pour faire court là-dessus, voilà, j'étais d'abord gêné par ça et gêné franchement par la question de novembre 2015. Voilà, je trouve ça assez indécent par moment dans le traitement, et là aussi parce que c'est surécrit et c'est tellement plein de bonnes intentions et voilà, j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc tout ce qui est le personnage de Reda Kateb, certains moments avec le personnage de Mélanie Thierry, j'avais du mal à y croire. Reda Kateb qui donc joue, vous l'aviez dit Olivier, un flic de la BRI qui est un des premiers à être rentré dans le Bataclan. Absolument. Petite incise. Et je crois que moi, en fait, j'ai commencé à être pris parce que Olivier faisait la liste tout à l'heure des cinéastes qui sont des cinéastes de cinéma et qu'on connaît, qui ont été engagés sur cette série. J'ai été pris avec Salvadori et je pense que c'est peut-être le seul d'ailleurs dont on retrouve vraiment quelque chose de sa patte dans ses épisodes. Et il se passe dans ces épisodes-là, sans trop en dire, c'est l'épisode avec la jeune femme dont vous parliez tout à l'heure. Une jeune nageuse olympique. C'est ça. Je crois que dans la version originale, c'était une sportive aussi, mais je crois qu'elle n'était pas nageuse. Il y a un vrai dialogue entre un cinéaste et une actrice, et qui donne des moments assez beaux, à condition, encore une fois, de faire le deuil de l'idée qu'on pourrait apprendre ici quelque chose sur la psychanalyse. Voilà, c'est-à-dire vraiment le moment où on accepte l'idée que c'est un dispositif et que c'est pas du tout un miroir de ce que c'est qu'une séance d'analyse, c'est un biais pour la fiction, et c'est un biais d'ailleurs, je sais qu'il y a eu beaucoup d'adaptations dans le monde entier, mais il y a quand même une résonance particulière dans une version française, parce que c'est un dispositif qui invite à être dans une logique de confession, d'aveu, et puis d'un truc qui est vraiment drame bourgeois, psychologique, qui a quand même une longue, disons, tradition française. On est vraiment c'est vraiment les sales petits secrets dont parlait Deleuze, quoi. On nage un peu là-dedans. Donc il y a une certaine logique à ce qu'on en fasse une adaptation française, mais voilà, par moments ça alourdit un petit peu le propos, je trouve. Oui, il y a une forme peut-être de malaise. Moi, ça a été assez opérant aussi pour moi dans les 2-3 premiers épisodes. J'ai même eu du mal à les regarder d'une traite. Et je me suis demandé si c'était pas, au-delà de la méfiance face à ce récit-là, le même type d'hostilité qu'on peut ressentir quand on commence soi-même une thérapie et quand justement on est un intellectuel, qu'on a des ressources pour analyser tout ce qui est devenu un cliché, c'est-à-dire la théorie freudienne, la psychanalyse. On est un peu dans le même rapport d'hostilité face à quelque chose qu'on considère être trop simple. Le transfert, c'est trop simple. L'effet miroir, c'est trop simple. Finalement, quand on regarde beaucoup d'épisodes, ça devient plus si simple que ça. Non, c'est pas dans ce sens-là que je disais ça. C'est que quand je disais que pour moi, c'est une série qui manque de confiance dans le spectateur, enfin dans l'écriture en tout cas, c'est que je pense que le spectateur aurait tout à fait pu s'intéresser à cette série sans qu'on lui donne cette espèce de grain pédagogique pour lui expliquer ce qu'il est en train de regarder, parce que c'est pas là que ça se joue. Encore une fois, c'est pas un documentaire sur la psychanalyse. Il s'agit de s'intéresser à des personnages, et je trouve que malheureusement ces moments un peu trop didactiques ont tendance à faire écran à ce qui est censé être la personnalité des personnages et les émotions qu'on est censé partager avec eux. Olivier Joyard. Alors moi, j'avoue que je suis pas vraiment d'accord avec cette façon de voir la série comme quelque chose qui serait bloqué entre une trop grande théorie, mais pas très bien faite sur, on va vous expliquer la psychanalyse pour les nuls, quoi, en gros, hein, et d'un autre côté, tout d'un coup, quelque chose de plus humain qui se dégagerait, on ne sait pas trop, par le rencontre entre un visage et un réalisateur, ou une actrice et un réalisateur, qui serait Salvadori et qui serait la jeune nageuse. Moi, je crois que tout à l'heure, Jérôme parlait de la résistance des patients. Là, Lucille, vous parliez à l'instant de notre résistance de spectateurs devant les épisodes, qui est peut-être celle un peu des patients. Je trouve que c'est d'une certaine façon le sujet de la série. Donc, effectivement, on peut... moi, je sens que pour moi, c'est plutôt là où ça devient vraiment intéressant et pas complètement abouti, mais quand même très juste, je trouve, sur l'époque, et pas forcément sur le 13 novembre, mais c'est sur... Ça capte une sorte de colère. Moi, il y a quelque chose de colérique, on ne veut pas se laisser prendre par une parole, disons, d'autorité, par un dispositif qui nous enserre dans une façon de se tenir. Moi, j'aime bien comment les comédiens ne savent pas quoi faire de leur corps. On voit très bien que c'est un peu compliqué pour eux. Et les réalisateurs, je trouve, sont assez malins dans la façon de faire assez peu de gros plans, finalement. Il y a des plans moyens, beaucoup, quoi, et des plans larges même. Donc moi, il y a quand même quelque chose de... Alors c'est un bien grand mot, mais non pas de sociologique, parce que je pense pas du tout que ce soit une qualité pour une fiction de s'adosser à la sociologie, mais de l'interrogation d'une forme de société et qui serait
disons que d'un point commun entre des classes, des points de vue, serait une sorte de colère rentrée et qui là s'exprime. On n'arrête pas de dire au psy, en gros, vous me parlez ici, mais vous voyez pas que le monde frappe à la porte, quoi. Et voilà, cette distinction-là entre le dedans et le dehors m'a vraiment intéressé, et surtout qu'au bout d'un moment, et là encore une fois, je sais que c'est pas non plus, tout le monde n'a pas du temps pour regarder 20, 35 épisodes d'une série, mais là, je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer d'aller au bout, parce qu'il y a quelque chose qui se délie, notamment chez Mélanie Thierry, qui devient assez géniale. C'est une comédienne que j'ai pas vraiment, qui m'a jamais vraiment beaucoup intéressé dans son parcours, mis à part peut-être dans La douleur de Finkiel, et puis récemment dans No Man's Land, mais je trouve qu'il se passe quelque chose avec elle, parce qu'elle incarne quelque chose presque d'une mutation en direct devant nous. Il y a quelque chose, alors je ne sais pas si ça joue contre la série ou si ça n'influence pas tant que ça, mais c'est vrai que c'est une série sur une crise, sauf qu'elle arrive pendant une autre crise et que notre visionnage pendant la crise, qui est maintenant une crise sanitaire, ça rend le contexte du Bataclan de novembre 2015 presque obsolète, ce qui est terrible, mais ce qui crée aussi un effet de réception un peu étrange, Jérôme Momcilovic. Peut-être, à vrai dire, moi je m'étais pas tellement posé la question, mais sur la dimension sociale ou sociologique ou non, comme le disait Olivier justement. Moi, là aussi, quand je vous disais à mesure que j'avançais, que je me forçais un peu à avancer dans les épisodes, je me suis un peu défait de mes premiers réflexes de crispation un petit peu. Et sur novembre, encore une fois, sur novembre 2015, d'abord l'impression que ça m'a fait, c'est encore une fois qu'il y avait quand même une certaine indécence à voir ces acteurs faire du mieux qu'ils peuvent pour essayer de représenter ça. Il faut quand même, il fait du bien meilleur metteur en scène pour que ça fonctionne, voilà. Mais et par exemple Reda Kateb, moi qui est un acteur pour qui j'ai plutôt de l'estime d'habitude, là je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne pas du tout, parce qu'encore une fois on est dans une gêne de la représentation de ce truc. En revanche, au bout d'un moment, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que ça donnait un vrai avantage à la série, simplement en termes d'artifice dramaturgique, c'est-à-dire l'idée que sans se poser la question encore une fois de comment on commente les faits sur la population, sur la société à cette époque, mais le simple fait qu'ils aient entre eux cette espèce de balise temporelle, c'est-à-dire qu'ils viennent tous de vivre le même événement. Je trouve que tout bêtement, mais alors dans ce cas, il faut presque oublier le drame concret du 23 novembre et considérer que c'est la même chose que, voyez, on va parler de Vendavision tout à l'heure, la même chose que dans Avengers, quand ils reviennent tous de ce drame qui est que la moitié de la planète a disparu en même temps. Voilà. C'est des moments qui donnent quelque chose de fort parce que soudain ça crée une sorte d'armature invisible de temporalité derrière où les personnages ont tous quelque chose en commun. Là, je trouve que la série, en tout cas à l'endroit où j'en suis arrêté, là au 12e, 13e épisode, il y a quelque chose qui se met en place petit à petit, une sorte d'effet d'écho discret entre les personnages qui passerait par ce traumatisme collectif qui est assez intéressant. Olivier Joyard. Oui, et d'autant que j'ai l'impression que c'est... En fait, moi, ce que je fantasme en thérapie, c'est le fantasme de la télé qui est collé comme ça au quotidien, qui s'écrit presque en direct et qui en même temps... C'est-à-dire que j'aimerais presque que la série arrive tous les 2-3 ans pour nous donner des nouvelles d'il y a 2 ou 3 ans. Alors, c'est pas tout à fait du direct, justement, il y a un petit décalage. Mais là, je sais ils l'ont dit, ils sont plus ou moins en train de réfléchir à une 2e saison. Et évidemment, elle se passerait plutôt pendant la pandémie, qui, on peut l'espérer, quand la série sera tournée d'ici 2-3 ans, sera un souvenir, ou en tous les cas un présent moins oppressant. Donc, pour moi, il y a encore une fois cette croyance dans l'objet télévisuel, comme dans sa capacité à commenter et à presque saisir en direct un sens du collectif, un sens du contemporain, donc c'est presque une série que je fantasme un peu plus que je ne l'aime, mais en réalité, je crois qu'elle produit ça en fait. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre presque, pour le coup, de quelque chose de mental qui se passe, d'assez étrange, qui malgré moi me pousse à me dire que ce qu'on me raconte est extrêmement pertinent. On a finalement assez peu parlé de la mise en scène. Vous parliez des corps et de la manière dont ils bougent ou pas, dont ils sont empêchés ou pas pendant les séances. Et c'est vrai que c'est une gageure. Je n'arrive pas à vraiment voir de différence, j'avoue, artistique majeure entre les différents réalisateurs qui pourtant sont en effet des grands réalisateurs de cinéma. Peut-être un mot là-dessus. Jérôme. Moi, encore une fois, mais j'ai déjà dit tout à l'heure, je trouve que le seul où on sent vraiment une sensibilité à l'œuvre, c'est Salvadoris. Ça tient à quoi ? Ça tient, c'est marrant parce qu'Olivier disait tout à l'heure, il n'y a pas de gros plan dans la série.
Salvadori, précisément, Salvadori, c'est le seul qui y va. Et il y va même progressivement. Alors, c'est presque un peu trop appuyé, mais il y a vraiment l'idée qu'il va chercher son visage à chaque fois. C'est ça que j'avais en tête quand je parlais de vraiment une rencontre avec le visage d'une actrice. Mais je pense à Nicolas Pariser, qui pour moi est déjà un grand metteur en scène. Son film Alice et le maire était vraiment un des plus beaux films français de ces dernières années. On sent en même temps qu'il est contraint, lui, par exemple, par le scénario. Et je pense que Salvadori s'en tire un peu mieux parce qu'il a trouvé quelque chose qui l'intéresse, lui, dans l'idée de ce personnage un peu paumé, très naturel, etc. Mais globalement, moi, ça m'évoque surtout ce qui me semble être un des problèmes principaux de la série, c'est que je la trouve vraiment surécrite. Et du côté des dialogues, ça produit... Alors, du côté de Mélanie Thierry, il y a un truc qui marche assez bien, c'est que elle en fait des caisses, c'est-à-dire que c'est vraiment la grande démonstration de jeu à l'américaine, etc. Mais au fond, elle joue un personnage qui est hystérique et qui est elle-même dans le jeu face à son psychanalyse. Donc, ça marche plutôt bien. En revanche, ceux qui sont censés être plus naturels, et je repense à nouveau, encore une fois, à Reda Kateb, je trouve qu'il y a une sorte de hiatus un peu déplaisant par moment entre la spontanéité qu'il est censé incarner et le respect à la virgule d'un texte qui, par ailleurs, est vraiment trop écrit. En thérapie, c'est sur Arte, d'ores et déjà en intégralité, et la diffusion commencera en février tous les jeudis. Dans quelques instants, nous parlerons de WandaVision, nouvelle série Marvel, mais auparavant, petit retour en arrière. France Culture, la critique, Lucille Como. Les amoureux de l'action, les fous de la torture gratuite auront reconnu la sonnerie du téléphone de la CTU, l'unité antiterroriste dans laquelle officie Jack Bauer, le héros de 24 heures chrono. 24 heures chrono, c'est la série d'action de l'ère Bush, la grande catharsis post-11 septembre. Le premier épisode a été diffusé le 6 novembre 2001 et 8 saisons quand même ont suivi jusqu'à 2010. Comme son nom l'indique, le principe est simple, suivre en temps réel pendant une journée la mission d'une unité antiterroriste basée à Los Angeles, confrontée à des menaces variées mais tout aussi dangereuses qui visent à renverser l'État et la démocratie, bien sûr. Alors que l'intégralité de la série vient d'être mise en ligne sur Netflix, j'étais curieuse de revoir cet objet qui m'avait tenu en haleine des heures durant il y a 15 ans. Alors c'est assez étrange comme sensation, une sorte d'excitation pas vraiment retrouvée et donc peut-être de mélancolie. Jack Bauer remue dans tous les sens. Il faut dire que le type en 24 heures est capable de infiltrer un groupe de fachos blancs, leur casser une épaule, déjouer un attentat dans son propre bureau alors que sa fille y est, sinon ce serait pas drôle, tuer un prisonnier pour avoir une info, se cracher dans un accident d'hélicoptère, torturer 2-3 suspects dans un pavillon abandonné, le tout en discutant régulièrement avec le président des États-Unis et bien sûr en se contrefoutant absolument du droit. Il y a urgence, une bombe nucléaire va exploser. Alors je ne crois pas à l'époque que le caractère complètement invraisemblable de l'action me posait de questions, ça tient sans doute à ce que j'étais alors dans l'enfance de l'art. 24 heures chrono, c'était la première série que je regardais avec des yeux d'adulte et Jack Bauer, j'y croyais à fond. En 2021, il nous fait plutôt rire avec ses mines concernées, le poids du monde sur les épaules de son éternelle veste en cuir. On le regarde en se demandant mais quand est-ce qu'il va manger un petit truc, je sais pas, histoire de tenir. Et les intrigues politiques qui n'en finissent plus de se retourner dans tous les sens ne nous tiennent plus en haleine. Le complot est partout, oui, ça on le sait déjà. Et pourtant, il y a une tendresse à revoir 24 heures chrono, une série simple. Pas de métadiscours, pas de subtilité narrative, aucun égard psychologique. Tous ces trucs que la série d'action a développé ensuite comme arsenal pour satisfaire des spectateurs aguerris, rompus à la vitesse et au suspense. 24 heures chrono, c'est une trajectoire toute droite. Finalement, les aventures de Jack Bauer n'ont pas tout perdu de leur pouvoir cathartique. Voilà, 24 heures chrono, on peut le revoir, c'est en intégralité sur Netflix. France Culture, la critique, Lucille Como. Alors, aux antipodes absolument de 24 heures chrono dans le genre ultra complexe, le dernier objet au programme de cette critique série s'appelle WandaVision, une série de Jack Schaeffer. Ça ressemble à une vieille marque de pellicule, mais en fait, Wanda et Vision sont des personnages de la galaxie Marvel, un couple de super-héros plutôt secondaires dans les films. Lui est un androïde métallique rouge qui a le pouvoir de se transformer et d'aller très très vite. Elle, on ne sait pas trop quels sont ses pouvoirs, c'est une sorte de magicienne, disons. Nous avons vu 4 épisodes de la série, tous les 3, disponibles sur Disney+, elle en comportera 9. Alors là, je dois dire que c'est très surprenant, moi qui m'attendais à des couleurs criardes, à des scènes d'action ultra rapides. Quand on clique sur le premier épisode, l'écran est carré. Le film, en noir et blanc, enferme Wanda et Vision dans un décor ménager des années 50. What's a single gal like you doing rattling around this big house?
Well, I assure you, I'm married. To a man. A human one. Wanda. What's it been? And I ran. Why did you sleep out of my... We are an unusual couple. Oh, I don't think that was ever in question. We just don't know what to expect. Howdy, neighbors. Hey, buddy. Wanda, what's up? Who are you? Well, I think we handled that well. Applaudissements et rires enregistrés, publicité d'époque. WandaVision commence comme une vieille sitcom américaine. Jérôme Momcilovic, qu'est-ce que vous avez compris au terme de ces 4 épisodes ? Alors, si la question porte sur ce que raconte la série, au moment du 4e, ça je le dis pour les gens qui vont le découvrir ce soir, parce que nous on regarde ça aux aurores, parce que c'est notre métier, on comprend un peu mieux, voilà, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe. Donc l'espèce d'imbroglio narratif s'éclaire soudain et on devine qu'il va s'éclairer de plus en plus. En revanche, moi j'ai une vraie incompréhension, en tout cas je suis resté très interdit sur un point un peu plus conceptuel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en faisant habiter à leurs personnages comme ça, parce que c'est ce qui se passe d'un épisode à l'autre, à chaque fois une génération du sitcom ou de la sitcom. Donc dans les années 50, enfin pour le premier, ça va vraiment être les années 50, c'est à l'époque des sitcoms avec Lucille Ball, avec Dick Van Dyke, etc., etc. Ensuite, on va passer à Ma sorcière bien-aimée, puis plutôt les années 70, et visiblement, on va continuer jusqu'à retrouver des formats plus contemporains. Je ne suis pas surpris sur la question de la télé, on pourrait se poser cette question-là déjà. Qu'est-ce que ça donne, le blockbuster Marvel à la télé ? Ça donne au fond la même chose, enfin, on s'en rend compte avec l'épisode d'aujourd'hui, et c'est pas très surprenant, parce que de toute façon, il y a quand même cette espèce de projet d'emprise complètement tentaculaire de la part de Marvel, et de régner aussi sur la télévision, etc., etc. Et surtout, par ailleurs, les derniers films en salle de la franchise, les derniers Avengers, ressemblaient absolument à des séries télé. D'abord parce qu'elles avaient développé un mode complètement feuilletonnant, et d'autre part parce qu'en termes de mise en scène, il y en avait plus, je vais me faire taper sur les doigts par le spécialiste de série à l'autre bout du film, mais il y en avait plus, on se retrouvait à la télévision. Ce qui est étonnant et paradoxal ici, c'est que justement, on n'a jamais vu autant de mise en scène, ou presque, depuis longtemps dans les produits Marvel, puisqu'il s'agit de reproduire, il s'agit d'un geste maniériste consistant à filmer exactement comme les sitcoms des années 50 ou 60. C'est là, moi, où se situe ma question. C'est-à-dire, on n'est pas seulement dans un maniérisme, en fait, on est dans une logique de pastiche. Et d'une part, je trouve ça assez dommage parce que c'est là où j'ai l'impression un petit peu de perdre mon temps, c'est-à-dire qu'on voit des acteurs qui ne jouent pas comme les acteurs de sitcoms des années 50, ils jouent comme des acteurs contemporains jouant des acteurs des années 50. C'est-à-dire qu'on n'en finit pas de souligner, avec moult clins d'œil aux spectateurs, le décalage et évidemment l'innocence qui paraît comique aujourd'hui de ces séries-là. Maintenant, ma question c'est pourquoi ? C'est-à-dire, quels commentaires on fait ? Je ne pense pas qu'il s'agissait tellement d'avoir un commentaire sur les sitcoms de ces époques-là, mais en général, les années 50 américaines, telles qu'elles ont été figurées dans ces sitcoms-là, c'est d'abord une grosse charge idéologique, c'est la vitrine de l'Amérique, les années Eisenhower, etc. Si bien qu'à chaque fois qu'on a pastiché ou au moins repris dans un geste un peu maniériste ces choses-là, c'était quand même assez systématiquement pour faire un commentaire critique de ce qu'est l'Amérique, de ce qu'est, par exemple, la situation de la femme dans les années 50, toutes ces choses-là que je m'attendais à voir surgir ici pour des raisons d'appropriation et de quelque chose de contemporain. Et j'avoue que j'ai pas retrouvé ça du tout, en tout cas pendant ces 3 épisodes. Olivier Joyard. Moi, j'avoue que mon petit cœur pop a été très très conquis assez vite, y compris dans l'espèce d'interrogation perpétuelle, parce que même après l'épisode 4, on peut encore se poser des questions sur le sens profond de tout ça. Alors moi, je vais vraiment jamais de la vie opposer le cinéma comme lieu de la mise en scène et la télévision qui serait le lieu de je ne sais quoi. On n'en attend pas moins de vous, évidemment, Olivier. c'est une aberration totale pour moi, puisque c'est en fait ce qui m'intéresse. Alors, pardon, c'est pas forcément une aberration dans les détails, mais en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'hybridation et toujours la rencontre. Et ce que peut produire une rencontre. Moi, je m'attendais pas du tout à être captivé par une série issue du MCU, comme on dit, le Marvel Cinematic Universe, qui est pas non plus ma tasse de thé. Donc, pas plus que Jérôme, je ne trouve que c'est un lieu d'ultra contemporanéité. Pardon pour ce mot un peu mal prononcé, mais moi, il y a une scène qui m'a beaucoup plu, par exemple dans le premier épisode, qui est où en fait il y a donc
c'est un peu compliqué d'expliquer de quoi parle la série. Et en gros, c'est ce couple de super-héros Marvel qui se retrouve coincé dans une petite ville et qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et lui, il prend un travail quelque part et il demande à quelqu'un, mais au fait, qu'est-ce qu'on fait ici? Je comprends pas ce qu'on fabrique. Et l'autre lui dit, je sais pas non plus ce qu'on fabrique, mais depuis que t'es là, la productivité a augmenté à fond. Donc moi, ça m'amuse beaucoup parce que je vois une sorte de petit commentaire sur l'emprise sur l'entertainment mondial dont parlait Jérôme de Marvel et la question de quand une industrie à force d'accélérer comprendre si une industrie à force d'accélérer comme ça peut encore produire quelque chose de sensé. Et là, la série, moi, me semble assez simple finalement. Au-delà de tous ces dispositifs très complexes, elle dit pas qu'il faudrait faire un commentaire sur l'Amérique d'avant. Ça, Mad Men l'a très bien fait. Parce qu'au fond, de dire qu'en gros l'Amérique était sexiste, raciste, et l'est toujours d'un certain point de vue, il y a, l'idée de prendre des personnages secondaires, de leur donner une âme. Il y a quelque chose d'extrêmement généreux qui me plaît beaucoup dans cette croyance en fait que la fiction peut s'inventer devant nous, peut devenir quelque chose d'extrêmement, je sais pas comment l'expliquer. En fait, on passe dans cette série quasiment de la sitcom au mélodrame, puisqu'il y a déjà dans l'épisode 3, il y a quelque chose qui se passe, mais dans l'épisode 4, il y a un personnage qui se retrouve, on retrouve le monde Marvel qu'on connaît un peu mieux, et il y a une femme qui réapparaît alors que sa mère est morte. On sent en fait autour des personnages des mondes un peu glissants, quelque chose de très très étonnant, et je suis un peu long, mais je vais essayer de retomber un peu sur mes pattes. Il y a cet hommage en fait aux images du passé, à ce qui serait la télévision à l'ancienne. Moi, je pense pas qu'il soit au premier degré de dire au fond une forme anachronique est celle qu'il nous faut aujourd'hui. Par contre, on voit bien qu'il s'agit de réfléchir à nos positions de spectateurs et donc aux positions des acteurs eux-mêmes aussi comme personnages par rapport à une fiction. Et là, moi, ça touche vraiment un air chez moi. Je veux bien vous laisser la parole, Lucille, mais je trouve qu'on est dans un... C'est difficile de le dire sans dévoiler ce qui se passe dans l'épisode 4, mais en gros, la série devient un spectacle pour certains personnages de la série. C'est, moi, quelque chose qui me touche vraiment très personnellement par rapport à mon attitude de spectateur aujourd'hui. C'est-à-dire que je me retrouve devant un objet effectivement méta, ultra sophistiqué, mais qui me remet dans quelque chose de presque du premier degré des scènes. Oui. Ça me réapprend à regarder quelque chose. En fait, il n'y a pas que du méta, justement. Il y a aussi des intrusions de l'étrangeté et le pastiche, c'est pas la seule forme. C'est-à-dire que même dans les épisodes qui collent aux esthétiques dont vous parliez, donc typiquement la sitcom, il y a des petits éléments d'étrangeté. Donc c'est par exemple l'arrivée de la couleur dans le noir et blanc ou une scène de dîner avec un patron qui devient presque une scène de David Lynch. Enfin, je ne sais pas s'il y a une référence à Eraserhead. Ah, mais quand même, on y pense. Bon. Et dans cette étrangeté-là, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant de réflexion à réfléchir sur la forme que justement dans la mise en abîme, dans le méta, la télé qui regarde la télé. Jérôme Momcilovic. Alors, j'en suis pas certain, je comprends la tentation, mais je crains que ce soit conceptuellement un peu trop faible pour ça ou trop peu intentionné, disons. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que justement sur la question du rapport aux années 50, quand on lit Kevin Feige, alors lui, je trouve qu'on l'évoque pas assez souvent parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'auteur dans ces films-là. Lui, c'est l'auteur de tous, c'est le gardien du temple du Marvel Cinematic Universe. Et c'est intéressant d'apprendre que finalement cette espèce, encore une fois, d'ambition tentaculaire et d'immersion totale du spectateur dans un univers fictionnel qui serait à la fois au cinéma, à la télé, un peu partout, etc. C'est intéressant de savoir que ça vient vraiment d'une frustration d'enfant. C'est-à-dire lui, enfant, regardant le retour du Jedi et étant absolument terrassé par l'idée que c'est terminé et que ça ne va pas continuer. Et en fait, toute son œuvre, cinéma et télévisuel aujourd'hui, consiste à satisfaire ce gros bébé tyrannique-là, d'une certaine manière. Et c'est frappant aussi sur la manière dont il s'adresse à nous. C'est-à-dire que j'ai juste lu un tout petit peu de la presse et de ses déclarations à lui au sujet de Vendavision. Il dit un truc qui est à peu près ce qu'il dit à chaque nouveau film Marvel. Il dit, il ne faut pas que les spectateurs s'inquiètent s'ils ne comprennent pas, etc. Ils vont avoir des récompenses à des endroits précis. Rewards, c'est un mot qu'on entend beaucoup dans ses discours à lui.
on s'y prendrait pas mieux pour expliquer que très très littéralement ils nous traitent comme des chiens, parce que c'est quand même littéralement ça, c'est-à-dire qu'il y a un onos caché au bout d'un épisode d'un truc. Et du coup ces tentatives-là que vous évoquez, pour moi elles sont tellement contraintes par justement le fait qu'il faut raccorder à la grande histoire Marvel, etc., que ce qui me manque, moi c'est un peu ce que fantasmait Olivier justement tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de voir des personnages qui par ailleurs étaient des personnages secondaires et qui devraient vivre un peu. Le problème c'est qu'ils attendent de comprendre eux-mêmes ce qui va se passer, c'est-à-dire le moment où le public lui-même va comprendre, et on est dans une situation d'attente que je trouve un peu ennuyeuse entre nous. On attend, on en reparlera peut-être de cette série, parce que c'est vrai que c'est frustrant d'en parler à la mi-temps de sa diffusion. WandaVision, 4 épisodes d'ores et déjà disponibles sur Disney+. La critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Olivier Joyard. Merci, Jérôme Momsilovic. À la préparation de l'émission, c'est Aïssatou Ndoye et Boris Pinault. À la réalisation, Perry Legras. Et à la technique aujourd'hui, Florent Bujon. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de la critique sur l'application Radio France. Lundi, vous retrouverez Olivia Gesbert et la Grande Table. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une critique consacrée à la littérature et au spectacle. On parlera d'Un hamster à l'école de Nathalie Quintane, Le colibri de Sandro Veronesi, Palermo de Pina Bausch et Le jeu des ombres de Jean Bellorini.